Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. À la une ce soir, des voix s'élèvent dans l'affaire Comessi. Des anciens épargnants de la microfinance se bousculent depuis quelques jours aux portes de la structure pour régulariser leur situation en vue de récupérer leurs créances. Le processus fâche et les concernés sont à bout de nerfs. Nous leur donnons la parole dès l'ouverture de ce journal. À la une également ce soir, affaire du massacre de Bongué dans le sud-ouest Cameroun. La vérité éclate finalement au grand jour alors que l'armée était accusée d'avoir ouvert le feu sur des populations civiles. Une descente à Foué Bakoundou démontre une toute autre réalité. La version des populations à suivre dans ce journal. La rentrée scolaire pour le compte du troisième trimestre aura lieu le 12 avril prochain. Décision du ministre des Enseignements secondaires qui repousse d'une semaine le début des classes au regard du calendrier initialement arrêté. Parents et enseignants se posent des questions sur les motifs d'un tel acte. Nous vous donnerons des clés de compréhension dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50. Reparlons de l'affaire Comessi en ouverture de ce journal. Depuis quelques jours, les créanciers se bousculent à la porte de cette microfinance située au quartier Akwa à Douala. Ils tentent de régulariser leur situation dans l'optique d'entrer en possession de leurs droits et c'est avec beaucoup de peine que les créanciers parviennent à finaliser leur dossier pour les plus téméraires d'ailleurs. L'affluence d'hier a laissé éclater quelques voix. Junior Ossin et Thierry Nana pour plus de précision. Ce qui s'apparente à une grève des créanciers de Comessi n'en est pas une. Devant le siège Comessi Akwa Douala, ces hommes et femmes procèdent à la justification de leurs dépôts et titres de créance tout en se butant à des difficultés de temps et de contexte. Ils sont là, ils sont en train de vouloir qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils nous fassent entrer. Mais on ne peut pas le faire, on ne peut pas ajouter l'argent sur l'argent. Nous sommes sur le soleil, on attend, avec l'espoir qu'ils peuvent nous recevoir avant la fermeture. Pour ce faire, le liquidateur bancaire rassure tant sur le mécanisme de remboursement que sur le remboursement lui-même. Nous avons pris le soin de prendre comment rembourser leur argent progressivement ou en une seule fois. Donc c'est pour leur éviter de revenir ici à chaque fois ou plusieurs fois. Donc c'est ce que nous faisons en ce moment. Donc c'est la production et la vérification de la créance. Dans un communiqué, le liquidateur accorde 60 jours aux créanciers domiciliés au Cameroun pour produire leurs créances et 90 jours à ceux résidant à l'étranger sans toutefois fixer la date de paiement. Donc je ne peux pas dire à quelqu'un je vous paye l'argent demain. Ce n'est pas une situation où vous avez un compte bourré d'argent au trésor ou à la BEAC avec un chéquier entre les mains du syndic qui vous paye quand il veut et ainsi de suite. Non, il faut aller chercher l'argent nécessaire au remboursement des créances que nous vérifions aujourd'hui. Pour rappel, l'établissement financier Comessi a été déclaré en cessation de paiement depuis le 27 avril 2019 par le TGI du Vouri. En difficulté depuis 2016, la COBAC avait décidé le 16 janvier 2018 de mettre Comessi sous administration provisoire. Notons que la compagnie équatoriale pour l'épargne et l'investissement avait perdu 8,281 milliards de francs CFA au cours de l'exercice 2017. Rendons-nous dans le sud-ouest à présent et c'est au total 15 personnes qui passeront pour leur première nuit à la Belle Étoile aujourd'hui suite à un incendie déclaré au quartier Grit Sopo à Boya. Le feu a réduit les maisons d'habitation en cendres, des boutiques et des ateliers n'ont pas été épargnés. Plus de détails avec Inès Daniel Ondombala. Voici les ruines d'un appartement servant de logement pour les familles et abritant 15 magasins à Boya. Les occupants de 5 maisons et propriétaires de cet espace commercial sont pris au piège. Le feu est passé par ici, ravageant tout sur son passage.
Les efforts des habitants de Stritsu au quartier Gritsopo à Buea ont été vains. Les victimes, pour la plupart les déplacés de la crise sécuritaire, ont tout perdu. 5 familles passent leur nuit à la Belle Étoile. Les commerçants essuient de nombreuses pertes. Les causes de ce sinistre ne sont toujours pas connues. Restons dans le sud-ouest, la rumeur selon laquelle des forces de défense ont ouvert le feu sur les populations civiles à Foué, Bakoundou, dans l'arrondissement de Mbongué, département de la Mémé, région du sud-ouest bien sûr, s'est répandue comme une traînée de poudre à travers les réseaux sociaux. Une descente sur le terrain permet de constater que la version des populations est tout à fait différente. Inès Daniel Ondombala a mené l'enquête pour nous. Une information circule à travers les réseaux sociaux depuis quelques jours, présentant des images d'une scène de massacre des populations civiles dans l'arrondissement de Mbongué, dans le département de la Mémé, région du sud-ouest Cameroun. Si les commentaires pointent un doigt accusateur sur les forces de défense et de sécurité comme étant les auteurs de ce massacre, la réalité sur le terrain est tout autre. Voici les populations de Foué-Bakoundou qui décrivent les exactions perpétrées par les groupes armés séparatistes. Les habitants de Foué-Bakoundou, interrogés au sujet de la rumeur faisant croire que 12 civils ont été froidement abattus par l'armée régulière, démentent formellement ces allégations. Le préfet de la Mémé semble un tournant sur le terrain échange avec les populations de Foué-Bakoundou. Peace, unity, and love. Amen. Ok, thank you. Dans ceci, vous voyez la joie qui sont dans leurs yeux. Ils demandent même qu'on ait un camp militaire ici en permanence pour qu'après notre départ, on ne vienne pas les déranger. Une manière de dire que nos forces font leur travail avec professionnalisme dans le département de la Mémé que j'ai. Les habitants de Foué-Bakoundou caressent l'espoir d'un retour à la paix dans cette localité en proie aux violences séparatistes. Journée difficile pour les habitants du quartier Mahel Ibé dans l'arrondissement de Maroua 2e. Les engins ont détruit des habitations construites sur ce site que l'État aurait retrocédé à l'entreprise Eneo Cameroun, une zone vraisemblable occupée illégalement par plusieurs individus. Une personne parmi les déguerpis possédait, d'après les autorités administratives, un titre foncier. Il aurait été dédommagé, un désarroi pour les autres obligés de se recaser à nouveau à leurs frais. Samuel Baya et Aminou Aliou. Un réveil troublé pour les habitants de Mahel Ibé, arrondissement de Maroua 2, surprise aux premières heures de la matinée par les engins qui traînent d'une main lourde sur les habitations. Un déguerpissement supervisé par Jean-Marc Ekwambarga, préfet du Diamaré. Et l'endroit où nous nous trouvons a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Ça veut dire que cet endroit a été requis pour être mis à la disposition des néo afin de construire une centrale photovoltaïque. Les demeures remuées, transformées en tas de ruines. Un spectacle avec lequel les occupants du dit site s'accommodent moins. Bon, j'ai acheté le terrain depuis 2012. En ce temps, il n'y avait personne qu'on nous a dit. On dit, on prend le terrain pour construire la maison. Il n'y a même pas de problème pour ça. Mais aujourd'hui, on vient, on voit, on détruit tout ce qu'on a investi. Moi, j'ai dépensé au moins 2,5 millions ici. Je n'ai même pas trouvé cet argent. Je n'ai même pas. On nous a dit, on va nous dédommager. Mais maintenant, on nous a rien dit, on nous casse la maison. Une zone occupée vraisemblable de façon irrégulière par plusieurs individus. D'évaluation, on a trouvé un seul titre foncier à cet endroit. Ce titre foncier a fait l'objet d'une indemnisation à concurrent de près de 30 millions de francs. Il y avait une seule personne qui avait le titre foncier. Et cette personne a déjà été indemnisée. Il est donc question maintenant que Eneo commence effectivement les travaux
Donc toutes les personnes qui sont venues s'implanter ici sont dans la pure et simple illégalité. Dans la douleur, l'on se console en collectant des débris, avec déjà à l'idée le projet d'un nouveau recasement. La ville de Douala a été ce jour le point d'arrêt du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative dans sa vaste campagne de présentation des mesures de dématérialisation des procédures administratives. Cependant, Joseph Lé n'a pas manqué de rappeler aux fonctionnaires, les fonctionnaires à la discipline, souvent taxés d'absentéistes. Le ministre a rappelé à ceux-ci, à Douala, que le Covid-19 n'est pas un prétexte pour fuir les bureaux. Suivons plutôt ce reportage d'Aimé Catherine Moukouri et Henri Chinda. Douala, la capitale économique, qui compte un peu plus de 20 000 agents de la fonction publique. Un personnel qui n'échappe pas à un constat amer. Certains agents publics, prenant prétexte sur le coronavirus, abandonnent leur poste de travail ou alors ne viennent au travail que sporadiquement. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative à Douala ce matin a tenu à rappeler ces derniers à plus d'ordre et de discipline, en mentionnant que les actes d'absentéisme sont passibles de sanctions. Ces derniers temps, nous nous caractérisons beaucoup par notre indiscipline. C'est pour ça que le président de la République lui-même a tenu à nous rappeler que dans l'indiscipline, nous ne pouvons rien, mais alors rien construire. Et c'est pour ça qu'il a donné des directives pour que se tienne le Conseil supérieur de la fonction publique. En présence du gouverneur de la région du littoral, le maire de la ville et des responsables du ministère, il était question de présenter les innovations de la mise en œuvre des mesures de simplification et de dématérialisation des procédures administratives. Nous développons beaucoup de services en ligne. Je l'ai dit, il y en a 16. Et parmi les 16, 14 sont déjà déconcentrés. Donc l'usager n'a plus besoin d'aller à Yaoundé. Il reste ici à Douala, il peut me mettre dans sa chambre. Joseph Lé a, à l'occasion de sa présence, inauguré à Yassa les locaux de la délégation du Minfopra, hébergés depuis par les services du gouverneur, d'où les remerciements à son endroit. Un projet qui date de 2009. C'est la maison commune à tous les agents publics de la région du littoral. Ils sont près de 21 500 agents publics. C'est une masse importante et il est bon qu'ils aient une maison digne d'eux. Le Minfopra continue sa campagne pro-digitale et dématérialisation dans la ville d'Edea. En éducation, à présent, la rentrée scolaire pour le compte du 3e trimestre reportée au 12 avril prochain par le ministre des Enseignements secondaires. La décision a été rendue publique hier dans un communiqué de Pauline Alova-Lyonga. Une décision qui va à l'encontre du calendrier de l'année scolaire qui prévoit une rentrée le 5 avril prochain. Daniel Anissé-Boudier et Bertrand Sassé sont allés comprendre pour nous. L'incertitude plane quant à la date réelle de la rentrée du 3e trimestre de l'année scolaire. La décision du ministre des Enseignements secondaires de reporter la reprise des cours au 12 avril crée la confusion. Mais des enseignants semblent comprendre les raisons de ce report. Le calendrier de l'année scolaire est fixé au préalable, bien avant le début de la rentrée scolaire, par la haute hiérarchie. Et celui-ci a été fait normalement pour les 1 semaine à cause du retard qu'a connu le système éducatif par rapport à la Covid-19. La décision de Madame le ministre qui renvoie la rentrée au 12 avril n'est que salutaire et nous pensons que les élèves auront plus de temps pour se remettre à niveau parce que lorsque nous allons reprendre, s'il était question de reprendre le 6, vous voyez que les congés n'ont pas eu un grand impact. Il y a des enfants en ce moment qui dorment encore et nous avons besoin de ce temps-là pour les remettre à niveau. Donc... La question qui revient, cette décision englobe-t-elle les élèves du primaire? Aucune communication officielle jusqu'ici à ce sujet. Cependant, une source du ministère de l'Éducation de base nous confie hors caméra que la rentrée du cycle primaire reste maintenue au 5 avril prochain, sauf changement ou décision du Premier ministre. Si on en reste là, on pourrait donc assister à une rentrée à 2 tableaux. D'abord les élèves du primaire le 5 avril, ensuite ceux du secondaire le 12. Des concertations seraient en cours en ce moment entre les 2 départements ministériels
pour clarifier la situation. Pas exclu donc que dans les prochaines heures, suivront d'autres annonces. Et en attendant d'en savoir plus, Daniel, les congés se poursuivent. Congés de Pâques qui riment avec des travaux champêtres à 100 Mélima. C'est à masque que des élèves regagnent les contrées lointaines pour secourir les parents qui coulent sueur et sang dans les champs afin d'assurer leur subsistance. Et donc, 2 semaines d'activité agricole parfois pour certains élèves dans cette localité avec les pluies qui signent leur retour. Monique Naosi-Fosso et Emmanuel Koueta pour plus de précisions. À 100 Mélima, le retour des pluies qui marque le début des cultures coïncide cette année avec le départ en congé de Pâques. Les élèves, pour la plupart, ont replié en zone rurale, question de soutenir les parents dans les travaux champêtres. Ils s'y plaisent bien. Certains jeunes déjà habitués à cet exercice défrichent avec aisance, sèment maïs et arachides. En développant à la fois une complicité entre parents et élèves, les géniteurs y trouvent l'occasion d'enseigner à leur enfant la nécessité de gagner son pain au prix de ses efforts. Les congés qui passent d'une semaine à 2 est source de joie pour ces familles qui ne vivent que d'une agriculture de subsistance. C'est donc 2 semaines de travaux champêtres, mais les élèves des classes d'examen n'ont pas oublié leur révision. Sinon, au lieu du diplôme en fin d'année, ils pourraient se contenter de récolter du maïs. L'Église catholique et l'armée ensemble pour construire la nation, l'extension d'un établissement et la construction d'une paroisse à Yaoundé sont 2 projets phares du centre, au centre plutôt de la collaboration du génie militaire et l'archidiocèse de Yaoundé. L'archevêque ce mardi est allé apprécier l'évolution des travaux ici en images. Arnaud Gueffak et Michel Foucault étaient dans sa suite. On l'appellerait le paradis d'Olézoa à Yaoundé, un bâtiment flambant neuf. R+1 avec mezzanine. Appelez-le Église Saint-Jean-Baptiste d'Olézoa, en même temps qu'aumônerie diocésaine des jeunes Saint-Paul. L'archevêque explore l'ouvrage construit par le génie militaire et presque fini. Nous sommes à presque 98%. Ça veut dire que nous sommes complètement à la fin du projet. Les habitants du quartier auront une église de prière. Nous avons aussi dédié l'espace aux étudiants universitaires qui n'ont pas d'aumônerie dans cette zone très scolarisée. L'église catholique fait de l'école l'une de ses importantes préoccupations. Ici au collège de la retraite plus loin, chantier battant d'un gymnase et un bâtiment R+3. Il y aura 20 salles de classe, soit 5 par niveau, 5 bureaux administratifs, 2 salles des profs, une bibliothèque et 8 blocs toilettes. Les sapeurs du génie militaire sont à l'œuvre et le bâtiment prend déjà corps. Nous sommes à environ 40%, donc nous avons encore 60% à produire. Mais nous sommes en avance sur le délai. Dans un an, nous aurons les 2 systèmes de formation francophone et anglophone dans ce collège pour lui donner une nouvelle capacité d'accueil et d'offres académiques. L'archevêque métropolitain de Yaoundé, après la visite de ce jour, est convaincu de la qualité et de la diligence des travaux.
Rendons-nous à présent au Parlement camerounais. 6 textes de loi débattus et adoptés ce mardi à l'Assemblée nationale. Les députés ont donné leur accord au projet de loi visant à faciliter le transfert au Cameroun de nos compatriotes condamnés à peine d'emprisonnement au Brésil et qui souhaitent purger leur peine au Cameroun. Ils ont également été favorables au projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité de Marrakech, lequel vise la traduction en braille des livres et autres œuvres publiées. Delphine Fonkoutene et Serge Alonzibo. Le Cameroun, selon le programme national de lutte contre la cécité, compte près de 600 000 déficients visuels, soit environ 4% de sa population. Ces derniers font face à plusieurs difficultés, dont celles liées à l'accès aux livres et autres textes imprimés. L'Union mondiale des aveugles signale que sur les millions d'ouvrages qui paraissent chaque année dans le monde, moins de 5% sont publiés en braille. Le Cameroun souhaite mettre un terme à cette pénurie de livres pour aveugles et déficients visuels. Il est tenu compte aussi dans un autre article, je pense l'article 9 de la Convention de Berne, d'un triple critère comme principe de base utilisé pour déterminer si une exception ou limitation est accessible au terme des normes internationales en matière de droits d'auteur et des droits connexes, à savoir que toute exception ou limitation ne doit s'appliquer qu'à certains cas spéciaux. Face aux députés ce 30 mars, le ministre des Affaires sociales défend ce projet de loi, déjà ratifié par 41 pays dans le monde et 11 en Afrique. Les députés sont favorables pour que les aveugles voient clair dans les livres. La séance plénière de ce mardi permet également l'adoption du projet de loi devant permettre aux ressortissants du Cameroun et du Brésil, condamnés à une peine privative de liberté par les juridictions compétentes, de purger le restant de leur peine dans leurs pays respectifs. Le contenu de la demande de transfèrement, les motifs de refus du transfèrement, la procédure de remise du condamné, les modalités d'exécution de la peine sont également régies par l'accord. L'accord relatif à l'extradition entre le Cameroun et le Brésil, ainsi que 3 autres textes, ont fait l'objet des débats entre députés et membres du gouvernement ce mardi à l'Assemblée nationale. Et on a trop vite tourné la page de l'avant-dernière session des questions orales des députés aux membres du gouvernement. Au cours de celle-ci, le ministre des Relations extérieures a été interpellé pour réagir souvent face aux déclarations des diplomates et des gouvernements extérieurs sur la vie interne de notre pays. Ceci sort de l'ordinaire aux yeux de celui qui arpente les couloirs du Parlement camerounais depuis une quinzaine d'années maintenant. C'est une analyse de Ghislain Pierre Issono. Le moment était solennel, le cadre idéal pour la réalisation de l'inédit. On a failli passer cela sous silence à l'Assemblée nationale et pourtant, les députés se sont portés à l'offensive face aux attaques répétées des gouvernements et des parlements des pays partenaires, autant que des ONG, organisations non gouvernementales internationales, en considérant que dire, c'est faire. Toutes les fois, la critique est dirigée vers la malgouvernance, vers la gestion des droits de l'homme, aidée en cela par des médias communiquant au nom de l'idéologie et de la civilisation moderne, et j'ajoute occidentale. Il était donc temps que les députés camerounais créent un choc psychologique à leur propre gouvernement. La diplomatie parlementaire s'est réveillée dans une posture d'évolution tactique en revendiquant la place du peuple dont le député est le représentant dans le processus d'élaboration des habitudes et des pratiques de la diplomatie. Si l'Europe n'est pas le paradis, Yaoundé ne l'est pas non plus, des tas qui sautent à l'œil nu, c'est vive et l'espoir d'un changement de paradigme commence à se fatiguer selon ceux qui vivent le monde à partir de leur monde. Un bon monde assurément, mais un peu extérieur au Cameroun. Contrairement aux habitudes, l'action des députés est d'éclat. C'est d'autant plus que c'était une nécessité existentielle, même en temps de crise diplomatique, c'est-à-dire les voix souvent crédibles, mais pas toujours autorisées, qui déchirent l'image du pays sur la place de Monsieur Tout-le-Monde, au nom, dit-on, du perfectionnement de la démocratie et de la science, au nom de l'évolution des cultures et de la civilisation. Bref, à celui des écosystèmes qui veulent promouvoir la paix, mais usant assez souvent des valeurs de l'impérialisme. Les députés camerounais se donnent la main pour dire que là-dedans, il y a beaucoup d'hypocrisie. L'Europe et l'Amérique sont ces deux régions diplomatiques visées par le législateur camerounais qui entend dire au gouvernement qu'il n'est pas bon que celui-ci avance désormais seul.
Les élus, et dont l'avis du peuple souverain, peut et doit être sollicité à toutes les étapes de validation de la diplomatie. Si le Congrès américain ou les eurodéputés parlent de nous, ripostant ipso facto, semble dire les élus de la nation camerounaise, pour enlever au gouvernement et même au président de la République la quasi-exclusivité en la matière. Sur la question, le peuple s'est visiblement mis debout à travers les députés qui revendiquent sa souveraineté dans tous les équilibres de la terreur internationale. Dans tous les équilibres de la terreur internationale, c'était pas le cas avant. La famille de puissance prend corps progressivement. Et nous avons parlé tout à l'heure de prisonniers. Eh bien, la discussion générale sur le projet de loi relatif aux prisonniers a servi de prétexte pour questionner ce jour la surpopulation carcérale au Cameroun. Cabral Libi demande au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, ce qui est fait pour résoudre ce problème, notamment à la prison centrale de Yaoundé, construite pour recevoir 1500 détenus et qui en compte près de 3000 aujourd'hui. Je vous propose d'écouter une esquisse de réponse de Laurent Esso, sélectionné par Delphine Fonkoutene. Vous voyez bien que ce problème de prison semble être celui du ministère de la Justice et personne, quand il fait campagne électorale, ne dit venez construire des prisons chez nous. Ici, à Yaoundé, c'est peut-être anecdotique, nous avons obtenu un terrain de 30 hectares dans une banlieue de Yaoundé pour construire les prisons. Le Premier ministre a même pris un décret de déclaration d'utilité publique. Le jour où le préfet est allé sur les lieux avec les commissions appropriées, les gens du village ont dit il s'agit de quoi? Non, c'est pour construire une prison. Les gourdins et les machettes sont sortis. Vous construisez des écoles, des collèges, vous construisez des hôpitaux ailleurs. Chez nous, vous venez construire des prisons. On n'en veut pas. La commission a dû partir en urgence avant que des incidents plus graves ne se produisent. Lutter contre le grand banditisme, les agressions diverses dont celles perpétrées sur les usagers et les conducteurs de mototaxis, voilà entre autres recommandations qui viennent d'être assignées au commissaire divisionnaire Pierre Tiwa. Installé ce jour en Ngaoundéré, le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguélé, a également prescrit au nouveau délégué régional de la Sûreté nationale dans la Damawa d'user de la pédagogie et de la fermeté pour établir l'éthique et la déontologie dans les rangs de son personnel. Plus de détails avec Eric Nguélé en Ngaoundéré. Grand banditisme, vol de bétail, kidnapping des personnes, agression des usagers et des mototaximens, entre autres mots qui gangrènent la Damawa. Pour tout dire, la police ici a du pain sur la planche. Lui connaît bien la maison. Le commissaire divisionnaire Pierre Tiwa assurait depuis le 21 mai 2018 l'intérim à la tête de la délégation régionale de la Sûreté nationale dans cette région, avant d'être confirmé à ce poste le 18 mars dernier. Installé ce 30 mars en Ngaoundéré par le patron de la police camerounaise, Martin Barganguélé, le délégué général à la Sûreté nationale, lui a prescrit d'éradiquer ces phénomènes et de bâtir dans la discipline et le professionnalisme un lien de confiance avec la population. Monsieur le délégué général Tiwa Pierre, vous devez veiller à la protection des personnes et des biens, à la sécurisation de la nationalité camerounaise, au maintien de l'ordre et de la paix sociale. Pour ce faire, les rangs de la police doivent être dépouillés des brebis galeuses et être disponibles H24 pour une police de proximité. Je vous en félicite de nouveau et vous dis bon courage. Rassurer les populations de cette région qu'à travers leur police, ils pourront dormir sur leur laurier. Avec ses 35 ans de carrière à la Sûreté nationale, le natif de Tiang dans la Menoie, qui fêtera le 10 mai prochain ses 57 ans, a des arguments solides pour ramener la sérénité dans les villes et villages de la Damawa.
Il y a quelques jours, des élections régionales partielles dans le département de la Menoie concernant le commandement traditionnel des candidats des deux listes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais retenus sont en campagne auprès de leurs pairs, chefs traditionnels électeurs. Il est question de les convaincre à choisir l'une des listes en compétition le 4 avril prochain. Le reportage d'Éric Matané. La pression semble monter d'un cran pour les candidats qui représenteront le département de la Menoie au Conseil régional de l'Ouest en ce qui concerne le commandement traditionnel. Pour cette élection prévue le 4 avril prochain. On est en pleine campagne parce qu'il est question que nous saisions, n'est-ce pas, la perche que nous a tendue le chef d'État à l'effet de produire un résultat décent et seulement visible. En rappel, la liste des chefs traditionnels avait été rejetée par le Conseil électoral pour le non-respect de la composante sociologique. Le 4 janvier dernier, le chef de l'État camerounais signa alors un décret convoquant ainsi le collège électoral pour le 4 avril 2021. Fluidité de nos messages, la pertinence de ceux-ci et en même temps l'aspect pratique de notre éloquence a permis à ces chefs de se dire que la liste bleue est celle qui conduira le département de la Menoie. Deux listes de la même composante politique, à savoir le RDPC, seront en compétition. Celle conduite par Sa Majesté Gabriel Tizi, chef supérieur du groupement Bamendo, c'est dans l'arrondissement de Penka-Michel, contre celle de Sa Majesté Abel Nyetedem, chef supérieur du groupement Fombap, c'est dans l'arrondissement de Sanzo. Je procède comme tous les autres candidats, les candidats de l'autre liste, à savoir aller sur le terrain pour rencontrer, n'est-ce pas, les chefs traditionnels électeurs. Et on privilégie la campagne de proximité. À quelques jours de cette élection régionale partielle, les candidats affûtent leurs armes et mettent en place des stratégies pour convaincre les 58 chefs traditionnels électeurs du département de la Menoie. Le 4 avril prochain, on soit qui des deux listes représentera les chefs traditionnels au Conseil régional de l'Ouest. Et la scène politique, une fois de plus, en deuil. Le président du Conseil régional du Nord est décédé hier des suites de maladie. Ali Mbouka s'en va 3 mois à peine après sa prise de fonction officielle à ce poste dont la mission principale était d'améliorer les conditions de vie des populations de sa région natale à travers la décentralisation. Il regardera cela depuis le ciel désormais. L'île Pédiou et Aïssa Touba. La vie s'est arrêtée hier soir au domicile d'Ali Mbouka. La mort vient de frapper le président du Conseil régional du Nord. À son domicile au quartier Ribadou à Garoua, chacun y va de son émotion. La famille est encore sous le choc. Mon grand frère est décédé hier aux alentours de 20h à Yaoundé. Donc vraiment, ça a touché toute la famille. Il n'est plus qu'un grand frère, c'est un père pour toute la famille. Pratiquement, le Grand Nord a perdu un grand élite. Un élite vraiment qui est parti, c'est un baobab qui est tombé. Ali Mbouka s'en va sans avoir accompli cet engagement pris le 22 janvier dernier lors de sa prise de fonction officielle à la tête de cette région. Accélérer le processus de décentralisation. Pour ses camarades du parti et autres autorités traditionnelles, Ali Mbouka, fils de Garoua, était un homme dynamique qui forçait l'admiration et respect, toujours prêt pour le bien-être de sa population. Concernant une triste nouvelle que la ville de Garoua vient de subir, les mots me manquent. C'est un monsieur que je saurais comment dire. Il m'a rendu beaucoup de services. Et c'est Garoua, le Nord, a beaucoup perdu, particulièrement la ville de Garoua. C'est fils de Garoua. On a pris avec tristesse sa mort hier. On est tous touchés. C'est un enfant très courageux, dynamique, intelligent et qu'on doit de respect et considération. Ni à la retraite, major de sa promotion en 1993, a passé sa riche carrière dans l'administration douanière camerounaise. Il a été élu président du Conseil régional du Nord, le tout premier d'ailleurs, lors des élections régionales du 6 décembre 2020. Sa femme, ses 5 enfants, la région du Nord et le Cameroun tout entier sont en larmes. Une délégation de la Confédération africaine de handball est au Cameroun depuis dimanche dernier. Les experts ont procédé ce matin à Yaoundé à l'inspection des infrastructures sportives devant abriter la 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Dames 2021. Alain Gislain Kanga et Constant Kanga.
Au Palais des Sports de Yaoundé, une mission de la Confédération africaine de handball pour une opération inspection. Des experts arpentent les couloirs du bâtiment en marquant des arrêts dans chaque pièce qui, pour certaines, nécessitent des aménagements. Au niveau donc de la salle médicale, des aménagements à faire en ce qui concerne le VIP et les vestiaires également, n'est-ce pas? C'est autant de choses qu'il faudrait faire. Mais surtout, le poteau, ce qui est là, c'est pas dans les normes. Pas loin de là, la salle de presse, de conférences et d'antidopage. Tout est minutieusement passé au peigne fin par les experts qui prennent au fur et à mesure des notes. Donc on aura le temps de voir un peu l'évolution de ces améliorations-là avant de parler d'une certaine satisfaction. Selon les experts, le gymnase de l'école des travaux publics nécessite beaucoup de travail, notamment sur le sol, les poteaux, les filets et les salles de commodité. Une mission qui intervient à moins de 2 mois du début de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames 2021. Et un mot, toujours en sport, pour sortir les félicitations du président de la République à Francis Ngannou, champion du monde du Mixed Martial Arts, dans une correspondance adressée à l'athlète camerounais. Paul Biya lui adresse pour la performance, et félicitations bien sûr pour la performance sportive mémorable qu'il a réalisée sur le sol américain en devenant le premier Africain à remporter la ceinture de cette compétition. Le chef de l'État classe ainsi Francis Ngannou désormais dans le cercle des athlètes camerounais qui font la fierté de leur pays à travers le monde. C'est donc l'essentiel de cette correspondance adressée à Francis Ngannou par le président de la République ce mardi. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir. Au nom de l'équipe de production de ce journal, je vous dis merci d'avoir suivi. Passez une très belle soirée sur notre antenne. Je vous retrouve demain, 19h50. Bonsoir.